Les enfants Tillerman de Cynthia Voigt. C'est encore loin la maison. Tome 1. Chapitre 7. Le jour se leva sur un ciel lourd, dans lequel se traînaient massifs, d'énormes blocs de nuages sombres. C'est toujours vrai, murmura James. Il s'assit et contempla un instant cet océan de tombes, au marbre délavé, dont la grisaille reflétait celle du ciel et tranchait sur le vert vif de l'herbe. Dis donc, fit-il observer à Dissay, qui venait de s'éveiller. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y en a quelques-unes qui sont toutes travers. Elles doivent être joliment vieilles. Plus de 100 ans, je dirais. Leur provision engloutie, Dissay roula quelques déchets dans le sac en papier et se mit en quête d'une poubelle, pendant que les plus jeunes exploraient le cimetière. Voilà, vous avez vu Châtaigne. Sammy resta près de James, parce que James, à mi-voix, déchiffrait les inscriptions. Mais Maybeth se promena, de rangée en rangée, attirée par les statuettes d'angelots et d'agneaux. Soudain, Dissay fut prise de panique. Quelle était l'adresse de tante Scylla? Alors elle se la répéta. Mrs. Scylla Logan, 1724, allée de l'Océan, Bridgeport. Elle décida qu'il serait sage de la faire apprendre par cœur aux autres. C'était une chose qu'on pouvait faire en marchant. Après quoi, elle reprit sa carte et dut se rendre à l'évidence. Il allait falloir regagner la route 1. Il lui en coûtait de l'admettre. Elle aurait voulu poursuivre son chemin entre les belles résidences et les grands arbres sans jamais s'éloigner de l'eau. Mais le plus court chemin passait par la route 1, malgré ce crochet vers le nord qu'elle décrivait avant d'entrer dans New Haven. La décision prise, Dissay appela les autres. Il était grand temps de repartir. Ils avaient de l'argent, une carte routière, l'estomac plein. La journée commençait bien. En attendant Maybeth, toute petite, là-bas, au fin fond du cimetière, et James et Sammy, occupés à déchiffrer une épitaphe sur un marbre fêlé, Dissay posa un regard sur les pierres tombales autour d'elle. Une inscription la frappa. « Repose en ta demeure, ô chasseur, tu n'iras plus à la clairière. Repose en ta demeure, ô marin, tu ne reprendras plus la mer. » Quelle drôle d'idée de graver ces mots sur une tombe, comme si la mort était une demeure, comme si on était chez soi dans la tombe. La maison, pour Dissay, avait longtemps signifié la petite maison de Provincetown, où le vent faisait chanter les planches disjointes. Désormais, elle pensait plutôt à cette grande demeure blanche qu'elle avait vue en rêve, la maison de tante Scylla, immense, face à la mer. Mourir ne signifiait pas se retrouver enfin chez soi, c'était stupide. Ou peut-être, les mots de James, la veille au soir, lui revenaient soudain en mémoire. Peut-être n'était-on réellement chez soi qu'en ce lieu où l'on resterait à jamais, jusqu'à la fin des temps. Cela revenait à dire que nul n'était jamais vraiment chez lui avant sa mort, et c'était une idée insoutenable. Non. Seuls les vivants auraient un logis, un chez-soi, pas les morts. Et si Moma était morte, où se trouvait sa tombe? Qu'avait-on inscrit dessus? Peut-être n'avait-on même pas retrouvé son nom ni sa date de naissance. Si chez soi signifiait un lieu où l'on se sentait si bien que plus jamais on ne rêvait d'aller ailleurs, alors Dissay n'avait jamais été vraiment chez elle. Au bord de l'océan, elle ne tenait pas en place. C'était pourquoi d'ailleurs elle éprouvait si souvent le besoin de courir contre les vagues, le long de la grève. Même à Provincetown, même dans cette petite cuisine qu'elle revoyait avec tant de netteté, elle n'avait jamais vraiment été chez elle. Au fond, peut-être était-ce vrai, peut-être n'était-on jamais vraiment chez soi que dans sa tombe. Nul ne connaissait ce réel repos, avant. C'était une pensée froide et dure, comme ce marbre où elle était gravée. Mais sans doute était-elle juste, et Dissay, à la réflexion, se disait qu'elle accepterait pareille inscription sur sa tombe. Elle se sentait chasseur et marin, et comme eux en perpétuel transit. Oui, peut-être, après tout, était-ce là le seul repos possible, celui qu'on trouvait sous la terre. « James, dit-elle, lorsqu'il la rejoignit, tu te souviens de ce que tu disais hier soir? Oui. Eh bien, tu avais raison. Je sais, dit-il. Un pâle soleil tentait de percer le nuage qui formait comme un voile gris. Là où se déchirait le voile, des sortes d'îlots apparaissaient, argentés, sur lesquels on pouvait imaginer des créatures du ciel. Oh, pas des mignons angelots de cartes de vœux, plutôt de grands anges en robe blanche, graves et solennels, que le Créateur informait de ses dernières décisions concernant le monde.
Dissay eut peine à s'arracher à cette vision et ne donna le signal du départ que lorsque retomba le rideau de grisaille. « Eh ben, on s'amuse, dis donc. Bonne psychothérapie après pour ces enfants, hein. » La route 1 n'avait pas changé. Des boutiques, des hypermarchés, des garages, des magasins de meubles, des restaurants, de l'asphalte, du ciment, du bitume. Une circulation dense qu'entrecoupaient seulement de loin en loin les feux tricolores. Sous ce ciel bas et sans vent, les gaz d'échappement et les vapeurs de gazole stagnaient sans se dissiper, et les enfants eurent bientôt le visage et les vêtements recouverts d'une fine pellicule grise. Lorsque Dissay, plus tard, essaya de se rappeler cette partie du trajet, elle ne retrouva presque rien. Tout se mélangeait. Les journées floues, les nuits étranges. Une fois, ils avaient dormi dans une crique argileuse. Une autre dans un bosquet de pins, si près d'une grande maison que Dissay s'était réveillé toutes les heures, avec la hantise d'être découvert. Une autre fois encore, ils avaient passé la nuit à l'entrée d'un parc d'État. Lorsque la route 1 amorça sa boucle vers le nord, ils traversèrent la voie express et passèrent une nuit affreuse derrière les entrepôts d'un centre commercial, assis à même le béton, adossé à un mur. Ils approchaient de New Haven et les constructions se succédaient presque sans interruption. Il n'y avait pratiquement plus d'espace non bâti. Le soleil, durant tous ces jours, n'avait réussi sa percée qu'à 2 reprises, et jamais pour bien longtemps. 1 heure tôt le matin la première fois, et tout à fait en fin de journée la seconde, leur offrant un somptueux couchant. Enfin, la pluie, longue à venir, avait fini par se décider. Elle commença à tomber une nuit qu'ils s'étaient réfugiés dans les buissons d'un petit jardin public au bord de la rivière Blandford. C'est le jour suivant qu'ils dépensèrent leur dernier cens. Ils dégustèrent les 4 beignets froids restants sous la pluie douce et entêtée qui ne cessa pas un instant. Dissay les conduisit pour la nuit sous le hangar d'un lave-voiture, mais le lendemain matin, elle les fit lever aux premières lueurs de l'aube, inquiète à l'idée que, peut-être, quelqu'un allait surgir pour mettre les appareils en route et laver son véhicule. Le risque ne semblait pas grand. Qui aurait l'idée de laver sa voiture un jour de pluie? Mais d'un autre côté, on ne sait jamais, et Dissay préférait ne pas prendre de risques. Ils étaient tout près de New Haven. Dissay sortit la carte qu'elle portait sous son t-shirt, à peu près à l'abri de la pluie. Elle étudia un itinéraire pour la traversée de la ville. Elle espérait bien qu'ils en seraient sortis avant la tombée de la nuit. Les villes, elle les avait prises en grippe, et elle redoutait plus que tout d'avoir à y passer une seule nuit. Une fois de plus, il n'avait plus rien à se mettre sous la dent, pas le moindre cent pour acheter quoi que ce fût. Mais pour le moment, Dissay refusa d'y penser. L'important c'était de sortir de ce dédale de rue. On verrait ensuite. James, Maybeth et Sammy accueillirent l'annonce de ce programme sans la moindre réaction. Ils ne parlaient plus, ne chantaient plus. Ils se contentaient de suivre Dissay comme des moutons. Si elle leur donnait à manger, ils mangeaient. S'il n'y avait pas à manger, ils ne disaient rien. Dissay songea qu'elle aurait préféré les entendre protester, pour une fois. Autre souci, le boitillement de James, depuis qu'un trou était apparu dans la semelle de sa chaussure. Les cernes bleutées qui se dessinaient sous les yeux de Maybeth. Maybeth dont nul n'avait plus entendu la voix depuis des jours et des jours. L'étrange docilité de Sammy, qui désormais se cramponnait à la main de Dissay et faisait tout ce qu'elle lui disait, en automate, sans jamais plus se rebiffer. Tous les 3 l'écoutèrent patiemment réciter le nom des rues qu'ils allaient devoir suivre. Il faut abandonner la route 1, longer la voie ferrée, prendre ensuite une certaine rue Quinnipiac et tourner à gauche dans la rue Ferré. Normalement, on devrait franchir un pont qui passe sur un des bras du fleuve, tourner, toujours sur la gauche, pour prendre la rue de la Chapelle. C'est à partir de là, en fait, qu'on commencera à traverser la ville. Il y aura un autre pont, puis on passera devant un grand collège. On sera déjà à mi-chemin. Pas de problème jusqu'ici? Ils hochèrent la tête, muets et pâles. Après ça, il faudra rejoindre la route 1 et donc tourner quelque part sur la gauche à un moment donné, peu importe dans quelle rue au juste. Vu? Ils hochèrent de nouveau la tête, le regard vide. Dissay se chargea de Maybeth et James de Sammy. Les immeubles, pour commencer, ne dépassaient guère 3 ou 4 étages. Comme ils longeaient la voie ferrée, c'était surtout l'arrière des bâtiments qu'ils voyaient. Un alignement monotone en briques sales, aux fenêtres garnies de rideaux déchirés, au fond de courettes sans herbe, cernées de clôtures délabrées.
Les verrières des usines béaient, poussiéreuses, aveugles. La pluie avait pris de la force. Le plus souvent, dans ce paysage morne, on ne voyait pas âme qui vive, hormis de vagues silhouettes que l'on devinait un instant, derrière les vitres embuées des wagons, lorsque passait un train. Ils s'avancèrent à la queue leu-leu, en silence, le long de l'étroit passage piétonnier, aménagé sur le pont et séparé de la chaussée par une balustrade métallique. La pluie animait l'eau lisse, de cercles fugitifs sans cesse renouvelés. Une pellicule huileuse flottait le long des berges, accumulée çà et là en archipels mouvants. La rue de la Chapelle était large, entièrement bordée de magasins. Alimentation, bazar, boutiques de surplus de la marine, de vins et spiritueux, une ou deux salles de cinéma. Elle longeait un petit parc, s'engagea sur un pont pour franchir un autre bras de la rivière. Sur la rive d'en face, de grands immeubles modernes miroitant de toutes les facettes de leurs pans entièrement vitrés dominaient fièrement les bâtiments en briques, lourds et trapus. Et les enfants continuaient de marcher, sans ralentir le pas une seule fois, malgré tout ce qu'il y avait à voir. Vitrines des boutiques de mode, des librairies, des bijouteries, parfois même des magasins de jouets. Tous les auraient attirés s'ils avaient pu s'attarder. Mais non, il fallait marcher. Parfois, devant une chapelle en briques, un panneau indiquait l'horaire des offices et le thème du sermon du dimanche suivant. Bientôt, comme il faisait sombre, des lumières s'allumèrent et l'intérieur des belles demeures de ce quartier résidentiel laissait entrevoir, au passage, un bref aperçu de ses trésors. Ici, un grand miroir accroché à un mur blanc ivoire, là un guéridon de bois ciré, encadré de lourdes tentures. Mais Dicey allait s'enfaiblir, sans jeter le moindre coup d'œil à droite ou à gauche. Ce qu'elle regardait, pour sa part, c'était le visage des passants. Pas un ne souriait, pas un. Ils avaient le visage cadenassé. Quelle heure pouvait-il être? Ils avaient beau presser le pas, la nuit les gagnait de vitesse, et cette bruine incessante n'arrangeait rien. Il était 10 heures passées à l'horloge du carrefour lorsqu'ils atteignirent enfin le collège et le jardin public qui marquait, d'après la carte, le centre de la ville. Dicey examina la situation rapidement. Il lui fallait se résigner. Cette nuit, il dormirait en ville. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et mieux valait, dans ce cas, s'arrêter ici, dans ce jardin public. L'endroit était trop dégagé à son gré, mais le risque était grand de trouver pire plus loin. Elle choisit un massif d'arbustes suffisamment éloigné d'un lampadaire et le désigna du geste à sa petite équipe. « Glissez-vous là-dedans comme vous pourrez. Sous ces branches basses, ça m'a l'air à peu près sec. Blottissez-vous bien et dormez. Moi, je reste ici pour monter la garde. » Ils obéirent sans un mot. Ils n'avaient même plus faim. Ils étaient simplement épuisés. La pluie chuintait, monocorde. Quelques personnes attardées traversaient le jardin à grandes enjambées, tête baissée. Dicey s'assit sur un banc tout près de sa nichée et leva les yeux vers la façade du collège. Certaines fenêtres étaient éclairées. Dicey ouvrait tout grand ses yeux sur la nuit, sans plus y voir, sans plus songer à rien. Tout autour d'elle, indifférente, scintillaient diverses lumières. Les lampadaires, auréolés d'un halo de gouttelettes lumineuses, projetaient sur le sol mouillé des flaques rosées. Là-bas, sur le toit d'un immeuble, une enseigne au néon clignotait, rouge et verte. Assise sur son banc, Dicey veillait. Dormir? Oui, mais le pourrait-elle? 4 enfants seuls, dans la nuit, au cœur d'une grande ville? Il fallait monter la garde. Combien de jours de marche encore avant Bridgeport et la grande maison blanche de Tante Scylla? Qu'allait-il manger? Comment se procurait-il de l'argent? Où avait-elle jeté ces 20 $ trouvés par Sammy? Parviendra-t-elle jamais à les conduire là-bas? Un là-bas dont elle-même ne savait rien au fond. Une fraction de seconde, elle crut que la pluie avait brusquement tiédi, mais son nez, bouché tout à coup, et sa gorge, plus douloureuse que si elle tentait d'avaler une pomme entière, lui firent comprendre qu'elle pleurait, elle qu'il ne pleurait jamais. Et maintenant, elle ne pouvait plus s'arrêter. Des pas s'approchaient, les premiers depuis un long moment, les pas d'une personne seule.
Dissay piqua du nez, serra ses bras contre elle, dans l'espoir de paraître dormir. Elle se débattit contre un sanglot qui menaçait d'éclater. Mais elle gardait l'œil aux aguets entre ses cils. En cas de danger, elle était prête à fuir. Fuir pour écarter le danger des petits, comme le ferait une alouette. Elle vit apparaître des pieds, chaussures d'homme et bas de pantalon, des pieds qui se dirigèrent vers l'extrémité du banc. Les bas de pantalon étaient mouillés comme si l'homme marchait depuis des heures. Il collait à ses mollets. L'homme s'assit au bout du banc. Dissay ne fit pas un mouvement. Mais le sanglot, retenu trop longtemps, ne pouvait plus attendre. Il éclata bruyamment en une sorte de hoquet à travers les dents serrées de Dissay. Elle glissa vers son voisin un coup d'œil atterré. Il s'était tourné vers elle. Il était tout jeune, engoncé dans un ciré jaune, main dans les poches. La pluie avait plaqué ses cheveux sur son front. Dans la lumière diffuse, son regard était sombre et grave. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il d'une voix égale. « Tu pleures, c'est bien ça? Est-ce que je peux t'aider ?» Elle se mordit la lèvre et secoua la tête en signe de dénégation. « Tu ne retrouves plus ton chemin ?» De nouveau, elle secoua la tête. « Parfait. Et tu peux rentrer chez toi à pied, à partir d'ici ?» Intérieurement, elle se mit à rire, mais c'était d'un rire jaune. Elle secoua la tête une fois de plus. « Tu as perdu ta langue ?»« Non. »« Vu. Tu veux que je te dise ce que je pense ? Je pense que tu ne sais pas où passer la nuit, que tu as probablement faim, que tu as peur, et que tu te tourmentes et que tu ne veux rien me dire. C'est bien ça ? » ?»« C'est ça, » souffla Dissay. « Bon, alors écoute, dit-il en se tournant carrément vers elle. Crois-moi si tu veux, mais tu peux me faire confiance. Moi aussi j'ai été dans ce genre de pétrin, déjà, et plutôt 2 fois qu'une. Si ça peut t'aider, sache que j'habite ici au collège. J'y fais mes études en ce moment. » En ce moment ? C'est les vacances. Pas pour les collèges universitaires. Il y a des cours même en été. Je travaille ma géologie parce que j'ai échoué à mon examen cette année et il faut absolument que je le réussisse si je veux avoir mon diplôme l'an prochain. Tu n'as pas l'air idiot pourtant, hasarda Dissay. Il rit. Oh, je le suis pas, mais j'ai pas assez travaillé. C'est de ma faute. Écoute, j'ai une idée pour toi. Ah ouais ? Ouais. Ne dis pas non avant d'avoir réfléchi, d'accord ? Bon. Que dirais-tu de venir chez moi ? Tu pourrais d'abord manger un morceau et puis passer la nuit. Ce serait mieux qu'ici, je peux te le dire. Plus sec en tout cas. Je partage mon logement avec un copain, alors tu n'as pas à t'inquiéter à l'idée d'être seule avec moi. Moi aussi, j'ai des compagnons, annonça Dissay. Il sourit croyant à une blague. Non, c'est vrai, insista-t-elle. 3. Ils sont là, sous les branches. Il la regarda attentivement. Bien, décida-t-il. Dans ce cas, on se serrera un peu plus. Ils sont de ton âge ? Non, plus petits. Ce sont mes frères et sœurs. Il en resta bouche bée un quart de seconde, puis il serra les dents. Ses sourcils eurent un mouvement comique comme s'il se retenait de les lever bien haut. « Diable, diable !» murmura-t-il, quand on croit avoir tout vu. Il se mit debout d'un mouvement décidé. « Voyons ça. De toute façon, je ne retire pas mon offre. J'imagine que vous pourrez dormir par terre, vous autres. Parce que tu as décidé de me faire confiance, on dirait. » « Je crains bien que oui, » avoua Dissay. Il rit, elle se demanda pourquoi. « Attendez une minute. » Il s'immobilisa comme pour prouver sa docilité absolue, un petit sourire sur les lèvres. Il n'était pas sérieux, il plaisantait. Dissay s'efforça de lire en lui à travers la bruine dansante. Elle hésitait encore. Il redevint sérieux et elle se décida. « D'accord, dit-elle. Seulement, je vous préviens, nous n'avons pas d'argent. Pas du tout, du tout. »« J'en ai, » dit-il simplement. Dissay éveilla son trio sans trop de difficulté pour une fois. Même Samy, qui d'ordinaire avait le sommeil profond, ils s'extirpèrent un à un du fourré. Maybeth la première, suivie de James et enfin de Samy. Leurs regards disaient la surprise, mais ils ne prononcèrent pas un mot. Dissay eut un pincement au cœur. Avait-elle eu raison, finalement, de les entraîner dans ce long périple ? Et maintenant, avait-elle raison de les emmener chez cet inconnu ? Elle passa un bras autour des épaules de Maybeth, empoigna Samy par la main et les conduisit près de l'inconnu qui les attendait en silence. James suivait en boitillant.
Lorsque l'inconnu les vit tous les quatre, son sourire s'effaça net. Un bref instant, Dissay s'affola. Mais il s'accroupit sur ses talons sans se soucier des flaques pour être à la hauteur des deux petits. Pas besoin d'avoir pitié de nous, s'empressa de dire Dissay. Vous pouvez encore changer d'avis. Jamais de la vie, ce n'est pas ça. Il y a seulement que vous m'intriguez terriblement. Comment vous appelez-vous les uns les autres? Moi, c'est Windy. Enfin, plus exactement, c'est comme ça qu'on m'appelle parce que je parle trop, à ce qu'il paraît. Windy, en langage familier, ça veut dire bavard, en américain. Nous dit la note. Voilà. Vous avez appris un mot. Mais que faites-vous ici? Où sont vos parents? Vous avez faim, peut-être? Oh oui! Lança Samy avec force. À quand remonte votre dernier repas? À hier matin, je crois, admit Dissay. Dans ce cas, que faisons-nous à traîner ici? En route. Il avait pris la main de James, d'autorité. James était trop fatigué pour protester contre un geste quand, en d'autres circonstances, il eût estimé contraire à sa dignité. Je connais un endroit qui sera parfait, poursuivait Windy. Et il les guida jusqu'à un petit restaurant bon marché de l'autre côté du jardin public. La pendule, au-dessus du comptoir, indiquait 1h20. Il les fit t'asseoir dans un box et leur tendit 3 menus. Puis, sans perdre une minute, il appela la serveuse et commanda 4 verres de lait, des grands, et un café noir pour lui. Dissay avait peine à lire le menu. Les chiffres et les lettres dansaient devant ses yeux. Des odeurs de nourriture remplissaient le restaurant, et elle était enfin à l'abri de la pluie. Il faisait bon ici, la lumière était vive. Elle releva la tête et étudia de plus près leur sauveur. Il était assis en face d'elle, James à côté de lui. Il avait des boucles sombres, une moustache brune qui lui barrait le visage, et des sourcils épais qui montaient et descendaient, se rapprochaient, s'écartaient, comme s'il possédait une vie propre. Inimaginable, commenta-t-il en rencontrant le regard de Dissay. Tout arrive, je sais bien, mais j'avoue. La serveuse déposa son café devant lui, puis un grand verre de lait devant chacun des enfants. Vous voulez des pailles? Dissay fit non de la tête et elle empoigna son verre. Ils burent d'abord d'un trait sans reprendre leur souffle, puis ralentirent lorsque leurs estomacs en détresse eurent reçu, à vide, les premières longues gorgées. Les 4 verres étaient vides lorsqu'ils les reposèrent sur la table. Vous désirez autre chose? Informa la serveuse. Windy se tourna vers eux. Les menus, il n'y pensait déjà plus. Il se retint de rire. 4 hamburgers, non, 8 et 4 belles portions de frites. Ce sera tout pour le moment. Mais nous prendrons sans doute du dessert. Vous avez de la tarte aux pommes? Oui. Alors apportez-moi-en une part dès maintenant, s'il vous plaît, et mettez-en 4 de côté pour les gosses. Elle s'éloigna d'un pas traînant en griffonnant la commande sur son carnet. Ça vous ira? Demanda Windy. Parce que, vous savez, il est encore temps de changer si vous préférez autre chose. Ce serait vraiment très facile. Simplement, je me suis dit que peut-être vous auriez du mal à vous décider, et en plus le petit ne sait sans doute pas encore lire. Si, je sais lire, s'indigna Samy. Oh, pardon, toutes mes excuses. Ses sourcils s'agitèrent comme s'il riait tout seul. De toute façon, ça ne fait rien, conclut Samy. C'était des hamburgers que je voulais, justement, et des frites. Ouf, dit Windy. Au fait, comment t'appelles-tu? Samy consulta Dissay du regard. Elle fit oui du menton. Samy. Et quel âge as-tu? 6 ans. Et toi? 21. C'est vieux. Quand j'étais gamine, je me disais, putain, c'est vraiment des darons qui les sauvent là dans le parc. Il a 21 ans. C'est un bébé. Pour un enfant de 6 ans, 21, c'est beaucoup. D'accord? Quand j'en avais 8, pour moi aussi, 21, c'était énorme. D'accord? Remplaçons. Dissay retrouva soudain ses bonnes manières. C'était nettement plus facile avec ce verre de lait dans l'estomac et la certitude de manger bientôt. Ah, il y a une petite illustration. Regardez l'écran. Regardez, c'est lui, c'est Windy. Dans mon souvenir, Windy était noir, mais je crois que c'en est dans un autre. Que c'est dans un autre, dans la suite, où il y a un personnage noir. Moi, je m'appelle Dissay. Elle, c'est Maybeth, et lui, c'est James. J'ai 13 ans,
Maybeth en a 9 et James 10, ajouta-t-elle en réponse à sa mimique interrogative. Il posa sur elle son regard sombre. J'ai fait une fugue un jour, quand j'avais l'âge de James, dit-il. Et il leur raconta longuement comment, petit garçon, il s'était enfui un jour pour ne pas aller en classe parce qu'il était gringalet et qu'un garçon plus grand l'attendait, prêt à lui flanquer une raclée. Les hamburgers et les frites surgirent au milieu du récit, et Dissay cessa d'écouter. Manifestement, Windy était capable de manger et de parler en même temps. Les enfants, eux, firent un sort à leur assiette dans le plus parfait silence. Ils dévoraient à grandes bouchées, voraces, sans presque mastiquer. Ils firent tout disparaître, y compris la tarte aux pommes. Pendant ce temps, Windy continuait son récit d'une voix chaude, au débit régulier. Peu importait au fond ce qu'il disait. Windy paya l'addition et laissa $1 sur la table pour la serveuse. Dissay, réchauffé de l'intérieur, tenta de le remercier, mais il la fit taire du geste. Ils retraversèrent le jardin public, et il déclara que s'il pouvait faire cesser la pluie, ce serait fait depuis longtemps, qu'il en avait marre de cette flotte, et qu'il ne pensait pas être le seul. Ils le suivirent dans un bâtiment au couloir interminable, semblable à d'étroits tunnels, puis le long d'un escalier jusqu'au 4e étage. Plusieurs longueurs de couloir encore, des alignements de portes closes. Enfin, Windy ouvrit une porte et leur fit signe d'entrer. Un désordre sans nom régnait dans la pièce. Un peu partout, des cendriers débordaient de mégots. Au pied d'un fauteuil gisaient, éparpillées, les pages d'un journal. Des livres s'empilaient sur toute la surface de 3 bureaux, sans oublier la table basse en face du canapé et le dessus de la cheminée. Des boîtes de bière vides traînaient aux alentours de la corbeille à papier, si bourrées qu'elle semblait sur le point de vouloir recracher tout son contenu. Pourtant, il faisait bon là-dedans, et la lumière jaune qui baignait la chambre avait quelque chose d'accueillant. Dehors, dans la nuit, la pluie tombait toujours, mais il s'en moquait maintenant. Windy ouvrit une porte et Dissay entreaperçut une commode et des lits superposés. Il revint, les bras chargés de pulls et de t-shirts. La salle de bain et les toilettes, c'est par ici, dit-il en désignant une porte à côté de l'entrée. Allez vous changer. Vous avez peut-être envie d'aller au petit coin d'ailleurs. Ça oui, dit Sammy avec tant de conviction que Dissay en sourit. Pendant ce temps-là, je vais voir s'il y a quelqu'un par ici. Ils entrèrent tous 4 dans la salle de bain et enfilèrent les vêtements de Windy, merveilleusement chauds et secs. Dissay lava rapidement leurs sous-vêtements dans le lavabo avec le morceau de savonnette qu'elle y trouva, et elle les suspendit sur le porte-serviette. Puis, ils regagnèrent la salle de séjour. Windy les y attendait en compagnie d'un autre étudiant. « Stewart, annonça Windy, permets-moi de te présenter mes dernières découvertes. » Il avait retenu le nom et l'âge de chacun d'eux. « Et voilà Stewart qui partage les lieux avec moi, » conclut-il à l'adresse des enfants. Stewart les contemplait en tirant sur sa pipe. Il était grand, plus grand que Windy, mais tout aussi osseux que lui. Ses cheveux fins et raides, d'un blond si pâle qu'ils en paraissaient presque blancs, descendaient sur ses oreilles. Il avait la mâchoire carrée et une moustache aussi claire que ses cheveux. Ses yeux changeaient de couleur, observa Dissay, tantôt gris et tantôt bleu, mais c'était sans doute une idée. « J'aimerais bien savoir ce qui se passe, » dit-il à Windy, goguenard. « Comme je te le disais, je les ai trouvés, c'est tout. Dissay en premier et les autres ensuite. Et comme il pleut des bœufs les cornes en bas et qu'ils n'ont nulle part où passer la nuit, je me suis dit, pourquoi pas ici avec nous ?» Stewart eut un sourire tranquille. « Pourquoi pas, en effet. Je vais dormir avec toi et eux, ils prendront ma chambre. Entendu ?» James se tourna vers Dissay avec une grimace de joie. De vrais lits. Stewart les conduisit dans sa chambre. Il déblaya la couchette supérieure, tout encombrée de livres et de papiers, et James y grimpa. Sammy et Maybeth se pelotonnèrent sur la couchette inférieure, chacun à une extrémité. Dissay se fit la réflexion qu'ils ressemblaient à des poupons dans une maison de poupées. James dormait déjà à moitié lorsqu'elle éteignit la lumière et referma doucement la porte. Elle avait l'intention de les rejoindre sous peu et de dormir sur le plancher, mais Windy déclara qu'elle ferait beaucoup mieux de s'installer sur le canapé du séjour. Il disparut dans sa chambre et réapparut avec un oreiller et une couverture. « Oh, mais j'en ai pas besoin, » assura Dissay. « Je serai très bien comme ça. »« Allez, prends donc, » insista-t-il. « Je peux m'en passer pour une nuit. »« Minute !» intervint Stewart. « Il n'y a pas d'oreiller ni de couverture sur la couchette où je vais dormir.
Alors, Dissay, si vraiment tu n'en veux pas, je prendrai bien un mois, d'accord? Dissay lui rendit le tout. Windy s'éclaircit la gorge. Dissay, si tu n'as pas trop sommeil, pourrions-nous avoir une petite conversation avec toi? Dissay se sentait si bien qu'elle était prête à discuter toute la nuit. Bien plus. Elle ne tenait pas à s'endormir si vite. Elle préférait profiter le plus longtemps possible de cette impression de bien-être total. Mais, d'un autre côté, elle redoutait un interrogatoire. Elle n'était pas certaine, dans son état de fatigue, de pouvoir rester suffisamment sur ses gardes. Ils s'assirent tous trois, Dissay sur le canapé, les deux jeunes gens dans des fauteuils, en face d'elle. D'après Windy, vous n'êtes pas perdu, commença Stewart. Non, affirma Dissay. Je sais où nous sommes. Logique imparable, commenta Windy en se tournant vers Stewart, les sourcils en mouvement. Mais ta famille, elle sait où vous vous retrouvez? Non, reconnut-elle, mais ça n'a pas d'importance. Et pourquoi? Demanda Windy. Dissay ne répondit pas. Vous avez des ennuis avec la police, par exemple? Non, dit-elle. J'espère que non. Bien, conclut Windy. Il s'était penché en avant, le menton dans les mains. Ses sourcils ne bougeaient plus, pour le moment. Dissay, écoute-moi. Toute la question est de savoir ce que tu peux nous dire et ne pas nous dire. Nous sommes prêts à vous aider si nous le pouvons, le crois-tu? Oui, murmura Dissay. Oui, je le crois. Elle réfléchissait. Nous aider, vous l'avez déjà fait, non? Au fait, et vos parents dans tout ça, voulut savoir Stewart. Il s'était enfoncé contre le dossier de son fauteuil et regardait Dissay droit dans les yeux. Leur mentir, elle le pouvait. Elle se sentait capable d'inventer n'importe quelle baliverne, désormais, et de les faire sonner vraies. C'était une découverte récente pour elle. Mais curieusement, pour une fois, elle ne voulait pas mentir. Pas à Stewart et Windy. Nous n'avons pas de parents, dit-elle. Nous sommes tout seuls. Le regard de Stewart resta impassible, profond comme une eau tranquille. Laissez-moi réfléchir, murmura Dissay. Je vais vous expliquer, mais il faut que je mette tout en ordre. Stewart opina sans mot dire. Nous venons de Provincetown, dans le Massachusetts, sur le Cap. Stewart fit signe qu'il suivait. Windy ravala une question. Mon père nous a quittés quand j'avais 7 ans, par là, juste avant la naissance de Sammy. Tout allait bien jusqu'à ces derniers temps, puis les choses ont commencé à se gâter. Mama a perdu sa place, des trucs comme ça. Un jour, elle nous a dit qu'on allait à Bridgeport, où elle a une tante, et on a tout mis dans la voiture. Stewart ne détachait pas son regard du sien. Et puis, alors qu'on traversait Pewaukee, elle s'est arrêtée sur le parking d'un centre commercial et elle nous a dit de rester dans la voiture. Seulement, elle n'est pas revenue. On l'a cherchée, rien. Alors j'ai décidé que le mieux à faire, c'était de nous débrouiller pour aller à Bridgeport. Peut-être qu'elle y sera. On ne pouvait pas retourner chez nous de toute façon. Comme le loyer n'avait pas été payé. Combien de temps l'avez-vous attendu? Demanda Stewart. C'était le matin, réfléchit Dissay. Toute la journée et toute la nuit suivante, dans la voiture. Elle n'est pas revenue. J'espère que... Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée d'où elle pourrait être à part à Bridgeport. Et si elle n'y est pas? Il y aura tante Scylla, expliqua Dissay. Tu la connais? Non, mais elle nous envoie une carte tous les ans à Noël. Pourquoi n'avez-vous demandé d'aide à personne? Voulut savoir Stewart. À la police, par exemple. Dissay secoua la tête, catégorique. Non, surtout pas. Je ne sais pas ce qu'il ferait de nous, vous comprenez? On nous mettrait sans doute en placement familial, presque certainement pas tous les 4 ensemble. Je me demande bien ce que Moma... Elle n'a rien dit, elle a disparu comme ça. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer, aucune idée. Non, je ne pouvais pas prendre le risque d'alerter la police. Voilà, et c'est la vérité, je vous le promets. Il y eut un silence. Et tout ça, ça s'est passé il y a combien de temps? Demanda Windy. En juin, il y a 15 jours, peut-être pas loin de 3 semaines maintenant. Et vous n'avez pas cessé de marcher depuis Pewaukee depuis tout ce temps? Une fois, nous sommes restés dans un parc. Les petits ne marchent pas vite. Je vois, murmura Windy. Est-ce tout ce que tu veux nous dire? Oui, s'il vous plaît. Il fit un signe de tête et ses sourcils s'arquèrent. Il souriait. En ce cas, je propose qu'on aille dormir. Il est plus que temps. Qu'en penses-tu, Stu? J'en pense seulement que toute cette marche m'a épuisée.
Tu crois que tu seras bien ici, Dissay ? Oui, répondit-elle. Elle espérait n'avoir pas commis d'erreur en leur disant la vérité. Windy éteignit en sortant, et Dissay s'allongea sur le canapé. Elle n'entendit même pas la porte se refermer derrière eux. Fin du chapitre. Ça va ? Psychologiquement, vous vous sentez comment là ? Je ferme le serveur OnTogether. Ça va psychologiquement ou on en parle ? Terrible.